Le couteau s'enfonçait dans ma chair avec une précision chirurgicale, et je sentais le sang chaud couler sur mes doigts tremblants, mais ce n'était pas la douleur physique qui me tuait, c'était le regard triomphant de ma sœur Sophie, penchée sur moi comme une vierge vengeresse. Tu as toujours été la favorite, Élise, mais regarde-toi maintenant, une voleuse, une menteuse, une loque que personne ne pleurera, avait-elle murmuré avant que le monde ne s'assombrisse en un tourbillon de trahison et de regrets inavoués. Et puis, le néant jusqu'à ce que je me réveille en sursaut dans mon lit parisien, le cœur battant à tout rompre, le corps de mes 25 ans intact, et la date sur mon téléphone indiquant le jour fatidique, le gala de la famille, où tout avait commencé. Je clignais des yeux, fixant le plafond craquelé de mon appartement du Marais, ce vieux immeuble haussmannien qui puait l'humidité et les souvenirs rances. Mon corps était lourd, comme si les fantômes de ma mort précédente s'y accrochaient encore, mais il était là, vivant, respirant. J'avais 25 ans à nouveau, et Sophie, cette vipère aux yeux d'ange, n'avait pas encore planté son venin. La trahison n'avait pas encore éclaté au grand jour, lors de ce gala somptueux au musée d'Orsay, où elle m'avait accusé de vol un collier de famille, hérité de notre grand-mère, que j'avais soi-disant dérobé pour financer mes folles ambitions artistiques. Le scandale avait été public, humiliant, les invités, ces bourgeois parisiens au sourire carnassier, m'avaient vu traîner dehors comme une criminelle, Sophie en larmes feintes, jouant la victime parfaite. J'avais perdu mon travail, mes amis, ma dignité et finalement, dans un accès de désespoir, j'avais sauté du pont des Arts, mon corps flottant dans la Seine comme un rebut de l'histoire. Mais maintenant, j'étais de retour. 30 ans dans l'après-vie, ou quel que soit cet enfer métaphysique, et voilà que le destin ou un dieu farceur m'offrait une seconde chance. Pas pour pardonner, non. Pour venger. Pour arracher la peau de cette façade immaculée que Sophie arborait depuis l'enfance, quand elle me volait déjà mes jouets, mes notes, mes amours. Notre mère, veuve trop tôt, nous avait élevés dans l'ombre austère de notre hôtel particulier du 7e arrondissement, où les secrets pourrissaient comme du fromage camembert oublié. Père avait disparu dans un accident de voiture quand j'étais enfant, un mystère que personne n'avait jamais élucidé, mais que je soupçonnais maintenant lié à Sophie, cette petite manipulatrice qui avait toujours su comment tourner les adultes autour de son petit doigt. Je me levai d'un bond, les jambes flageolantes, et courus à la salle de bain. Le miroir me renvoya mon visage, ses yeux verts hérités de grand-mère, ce nez aristocratique, ses lèvres pincées par une rage contenue. J'avais l'air d'une femme brisée, mais prête à se reformer en l'âme. Le gala était dans 3 jours. 3 jours pour exhumer les os pourris de notre passé, pour transformer cette humiliation en un carnage social. Sophie croyait que j'étais faible, impulsive, l'artiste raté de la famille. Elle se trompait. Cette fois, j'allais peindre ma toile avec son sang métaphoriquement, bien sûr. Ou peut-être pas. Le téléphone vibra sur la table de nuit, un message de maman. « Élise, chérie, n'oublie pas le gala. » Sophie est si excitée. Elle porte le collier de grand-mère ce soir-là. Sois fière d'elle. Fière? J'éclatai d'un rire amer, un son rauque qui résonna dans l'appartement vide. Le collier. Ce bijou en or et émeraude, symbole de notre lignée bourbonienne déchue, que Sophie avait volé elle-même pour le revendre en secret, finançant ses dettes de jeu et ses amants douteux. Dans ma vie précédente, j'avais été accusé à sa place parce que j'avais surpris son manège et menacé de tout révéler. Elle m'avait devancé, tissant sa toile avec des faux témoignages, des SMS fabriqués, des pleurs calculés. Les flics n'avaient même pas enquêté, qui douterait de la petite sœur innocente contre la grande sœur instable? Je m'habillai rapidement un jean slim, un pull noir, des bottes qui claquaient comme des coups de feu sur le parquet et sortis dans la brume matinale de Paris. L'air froid de décembre mordait ma peau, les feuilles mortes tourbillonnaient autour des fontaines du jardin des Tuileries. J'avais besoin d'un plan. Pas un plan fou, non, un plan français, raffiné, impitoyable. Commencer par fouiller l'appartement de Sophie, dans le 16e, ce quartier chic où elle jouait à la bourgeoise. Elle vivait avec son fiancé, Antoine, ce banquier aux manières de serpent, l'homme que j'aimais autrefois, qu'elle m'avait arraché en le séduisant sous mes yeux, lors d'un dîner familial anodin. Le métro me déposa près de l'Arc de Triomphe, et je marchai d'un pas déterminé vers son immeuble, un bel édifice haussmannien au balcon fleuri. La concierge, Madame Duval, me connaissait bien, dans ma vie passée, elle avait été la première à murmurer des ragots sur mon comportement erratique. Mademoiselle Élise. Vous venez voir Mademoiselle Sophie? Elle est sortie, mais entrez, entrez. Je souris, un sourire de requin. Oui, juste pour emprunter un livre. Elle ne se formalisera pas.
l'appartement puait le luxe factice, tapis persan, tableaux abstraits achetés aux enchères de Drouot, et cette odeur de Chanel numéro 5 qui masquait la pourriture. Sophie n'était pas là, mais ses traces l'étaient, un tiroir entrouvert dans la chambre, rempli de factures impayées, de reçus de joailliers louches. Et là, sous une pile de lingerie en dentelle la coquetterie. Le collier. Pas volé encore, mais emballé dans du papier de soie, prêt à être offert à un acheteur clandestin. Je le pris, le serrai dans mon poing jusqu'à ce que les émeraudes mordent ma paume. Preuve numéro 1. Mais ce n'était pas assez. Je fouillais plus profond, l'ordinateur portable sur le bureau, non verrouillé. Sophie avait toujours été arrogante. Des emails à un certain L. Moreau, un antiquaire véreux de Montmartre, négociant la vente du collier pour 50 000 €. Et puis, des photos, Sophie et Antoine, enlacés dans des poses intimes, mais aussi moi. Des clichés truqués, mon visage photoshopé sur des scènes de débauche, prêt à être diffusé si besoin. La garce avait anticipé ma réaction. Pire, un fichier audio, enregistré à mon insu lors de notre dernière dispute. Ma voix, criant « Je sais ce que tu as fait avec papa, Sophie ». L'accident n'était pas un accident. Mon cœur s'arrêta. Dans ma vie précédente, j'avais soupçonné Sophie d'avoir saboté la voiture de père pour l'héritage ou une rumeur d'ivresse au volant qu'elle avait amplifiée. Mais là, sur l'enregistrement, j'entendais mes propres mots, une confession que je n'avais jamais faite, ou peut-être si, dans un moment de faiblesse. Je copiais tout sur une clé USB, les mains tremblantes. Le passé se réveillait, plus vicieux que je ne l'imaginais. Sophie n'était pas juste une voleuse, elle était une meurtrière potentielle. Père avait surpris ses dettes précoces, ses liaisons avec des hommes mariés, et il avait menacé de la déshériter. L'accident, freins usés, une route glissante près de Versailles. Officiellement, un tragique hasard. Mais maintenant, avec cette clé, j'avais une arme. Dehors, la pluie s'était mise à tomber, drue et impitoyable, comme les larmes que je refusais de verser. Je rentrais chez moi, trempé, l'esprit bouillonnant. Le gala approchait, et avec lui, l'occasion parfaite. Sophie porterait le collier ou du moins, prétendrait le faire. J'y apparaîtrais, non comme la victime, mais comme le bourreau. Mais attention, la vengeance, en France, est un article. Pas de coup bas gratuit, une dissection publique, élégante, où chaque coup porte le sceau de la vérité. Ce soir-là, seul avec un verre de Bordeaux et les ombres dansantes de ma lampe, je traçais le plan. Première étape, confronter Antoine en privé. Il était faible, manipulable dans ma vie passée, il avait craqué sous la pression, avouant ses doutes sur Sophie. Deuxième, semer le doute chez maman, cette femme fragile qui idolâtrait sa cadette. Troisième, le clou du spectacle au gala, avec les preuves projetées sur les écrans du musée, sous les yeux de la bonne société parisienne. Mais un risque planait, et si Sophie avait d'autres cartes? Un amant puissant, un avocat corrompu? La tension montait en moi comme la Seine en crue, et je savais que ce retour n'était pas un cadeau gratuit. C'était un pacte avec le diable, et les diables français, ils aiment les twists. Les jours suivants furent un tourbillon de préparatifs fébriles. Je contactai un hacker freelance du dark web, un gamin de Belleville que j'avais connu dans ma vie d'artiste raté, expert en piratage discret. « Fais-moi un dossier étanche sur Sophie Laurent », lui dis-je au téléphone, la voix voilée par un mouchoir. Il rit, un gloussement nerveux. La bourgeoise du 16e. Ça va coûter cher, mais pour toi, Élise, gratuit. J'ai entendu des rumeurs sur son père. 24 heures plus tard, un colis anonyme atterrit dans ma boîte aux lettres, une enveloppe Kraft contenant des impressions, des captures d'écran, des relevés bancaires. Sophie n'avait pas seulement volé le collier, elle avait détourné des fonds de la fondation familiale, une œuvre caritative pour les artistes émergents que maman chérissait. Pire, des preuves de chantage contre un ancien amant, un député UMP qui avait financé ses frasques en échange de silence. Antoine fut plus facile. Je l'appelai sous prétexte d'un au revoir civilisé avant le gala. Nous nous retrouvâmes dans un café du quartier latin, sous les arcades sombres de la rue de la Huchette, où l'odeur de crêpes et de regrets flottait. Il arriva en costume 3 pièces, les cheveux gominés, l'air coupable. « Élise, Sophie m'a dit que tu étais instable. Que tu harcelais. » Je souris, posant la main sur la sienne, un geste intime qui le fit tressaillir. « Et si je te disais que c'est elle, l'instable ? Regarde ça. » Je glissai la clé USB sous la soucoupe de son café. Ses yeux s'écarquillèrent en lisant les emails.
Mon Dieu. Elle m'avait juré que c'était faux. Élise, je t'aime encore, tu sais? C'est elle qui m'a forcé. La confession coula comme le vin rouge sur une nappe blanche. Antoine avoua, Sophie l'avait drogué lors d'une soirée, filmée en train de me trahir, pour me briser. Et le collier? Elle prévoyait de le vendre après le gala, pour fuir à Monaco avec un mafieux corse, rien que ça. Aide-moi au gala, murmurai-je. Projette les preuves pendant son discours. Il hocha la tête, pâle comme un linge. Un allié inattendu, mais fragile. En France, les hommes comme lui plient vite, mais se brisent aussi. Maman fut le vrai défi. Je l'invitai à déjeuner au café de Flore, ce bastion intellectuel où Sartre avait jadis disséqué les âmes. Elle arriva en tailleur Chanel, les perles de culture au cou, l'air d'une duchesse déchue. Ma chérie, tu as l'air fatiguée. Sophie dit que tu bois trop. Je serrai les dents, versant du thé Earl Grey dans sa tasse. Maman, souviens-toi de papa. L'accident. Et si Sophie y était pour quelque chose? Ses yeux s'embuèrent, mais elle secoua la tête. Ne dis pas de bêtises. Ta sœur est un ange. Je sortis une photo, un mécanicien de Versailles, payé en liquide par Sophie pour réviser la voiture de père frein sabotée. Maman porta la main à sa bouche, un hoquet étouffé. Non. Impossible. Mais la graine était plantée. Lors du gala, elle douterait. La nuit avant l'événement, je ne dormis pas. Paris bruissait dehors, les lumières de la tour Eiffel clignotant comme un œil moqueur. Des doutes me rongeaient, et si cette vengeance me consumait? Dans ma vie précédente, j'avais choisi la mort par faiblesse. Cette fois, je choisissais la vie ou une vie trempée de fiel. Sophie m'avait volé mon innocence, mon amour, ma famille. Demain, je lui rendrai l'appareil, multiplié par 10. Le gala au musée d'Orsay était un spectacle éblouissant, lustre en cristal cascadant comme des larmes de diamant, sculpture de Rodin veillant sur les convives en smoking et robe de soirée, le Seine coulant paresseusement au-delà des vitres. L'air vibrait de rires fins et de coupes de champagne qui pétillaient comme des mensonges. Sophie rayonnait au centre, dans une robe rouge sang qui moulait ses courbes, le collier au faux, bien sûr, un brillant de pacotille scintillant à son cou. Mes chers amis, lança-t-elle au micro, sa voix suave comme du velours pourri, ce soir, nous honorons l'héritage de ma grand-mère. Et je suis fier de ma sœur Élise, qui, malgré ses écarts, reste de la famille. Les regards se tournèrent vers moi, perché au bord de la foule en robe noire austère, un verre à la main. Je souris, un sourire qui n'atteignait pas mes yeux. Antoine, à la régie technique un contact acheté cher, hocha la tête discrètement. Maman, assise près de l'estrade, triturait son mouchoir, les joues rougies par le doute. Puis, le moment. Sophie leva le collier, théâtral, ce bijou symbolise notre unité. Élise, joins-toi à moi. J'avançai, applaudissements polis. Mais au lieu de l'accolade, les écrans géants s'allumèrent. Pas les slides du discours, non. Des emails, des factures, des photos truquées. La voix de Sophie, enregistrée, vends-le vite, Lucien. Élise paiera pour tout. Un murmure s'éleva, puis un grondement. Sophie blêmit, le micro tremblant dans sa main. Qu'est-ce que... Élise? Je pris le micro doucement, ma voix calme comme la mort. Chère sœur, tu as toujours excellé dans l'art de la duperie. Mais ce soir, la vérité sort de l'ombre. Tu as volé le collier et bien plus. Père n'est pas mort par accident. Tu l'as tué, pour l'argent, pour le pouvoir. La salle explosa en cris. Maman se leva, un sanglot déchirant, Sophie. Dis-moi que c'est faux. Antoine surgit, confirmant, elle m'a manipulé, comme elle manipule tout le monde. Sophie recula, trébuchant sur l'estrade, son maquillage coulant en traînées noires. Mensonge. Élise est folle. Mais les preuves étaient irréfutables. La police fut appelée discrètement, car en France, on protège les apparences jusqu'au bout. Elle fut emmenée, hurlant des insultes, son empire de mensonges s'effondrant comme un château de cartes sous la pluie. Pourtant, le twist vint plus tard, dans la quiétude de l'après-chaos. Assise avec maman sur un banc du jardin du Luxembourg, sous un ciel d'automne étoilé, elle murmura, j'ai toujours su, au fond. Mais l'aimer me tuait. J'avais gagné, la famille brisée se reformait autour de moi, Antoine suppliait pardon, et Paris, cette ville impitoyable,
m'offrait une nouvelle toile vierge. Mais en rentrant, seul, je sentis le poids, la vengeance avait guéri, mais avait-elle purifié? Sophie croupissait en prison, attendant son procès pour meurtre et fraude. Et moi? J'étais vivante. Pour la première fois. Les jours qui suivirent le gala furent un brouillard de flashs de paparazzi et de coups de fil anonymes. Paris, cette grande dévoreuse dame, digérait le scandale avec un appétit vorace, les tabloïds comme Paris Match titraient « La fratrie maudite, trahison au cœur de l'élite », avec ma photo en noir et blanc, l'air spectral sous les lustres du musée. Sophie avait été inculpée au vol aggravé, escroquerie, et suspicion de meurtre au second degré pour l'affaire du père. Les preuves que j'avais déterrées, amplifiées par le hacker de Belleville, formaient un dossier béton. Mais la victoire avait un goût âcre, comme un café trop fort bu à jeun. Je m'enfermais dans mon atelier du Marais, entouré de toiles inachevées ou des portraits tourmentés de femmes aux yeux caves, inspirés par les furies de la mythologie grecque, mais repeints à la sauce française, avec des touches de rouge Garance et d'ocre terre de Sienne. Peindre était ma thérapie, mon exutoire. Dans ma vie précédente, après l'humiliation, j'avais abandonné l'art pour sombrer dans l'alcool et les pilules. Cette fois, je canalisais la rage en coups de pinceau furieux. Une toile émergeait, Sophie, non comme la victime, mais comme Méduse, cheveux de serpent d'or et d'émeraude, regard pétrifiant tourné vers un miroir brisé reflétant mon propre visage. Maman appelait tous les jours, sa voix chevrotante filtrée par les lignes de cuivre du téléphone fixe. Élise, ma chérie, viens dîner. Nous devons parler d'eux. Tout ça. Elle vivait encore dans l'hôtel particulier du 7e, ce mausolée de marbre et de souvenirs, où les portraits ancestraux nous toisaient depuis les murs lambrissés. J'y allais un soir de semaine, sous une pluie fine qui tambourinait sur les pavés comme des regrets importuns. La table était dressée pour deux, cristal de baccarat, argenterie ciselée, un Bordeaux de 1982 qui respirait les vignes de Margaux. Maman, amaigrie, les cheveux grisonnants noués en chignon sévère, me serra dans ses bras avec une force surprenante. « Tu m'as sauvée, Élise. »« Et toi? Qui te sauve ?» Nous parlâmes tard dans la nuit, devant la cheminée où crépitaient des bûches de chêne. Elle avoua, les soupçons sur Sophie dataient de l'enfance. « Ta sœur. Elle volait déjà les bonbons de la cuisine, accusait la bonne. Et ton père, il l'avait surprise avec un garçon, un voyou du quartier. Il voulait l'envoyer en pension. » Le lendemain. Sa voix se brisa. Je lui montrai les relevés bancaires, des virements de Sophie vers le mécanicien, datés de la veille de l'accident. C'était elle, maman. Pour l'héritage. Pour tout. Des larmes coulèrent, mais pas de deuil ou de libération. Je te crois. Et je regrette de ne pas t'avoir cru plus tôt, quand elle te rabaissait. Antoine surgit le lendemain, fleur à la main des rostés, mes préférés, cueillis Dieu sait où en cette saison. Il quémandait une seconde chance, jurant que Sophie l'avait ensorcelé avec des promesses et des mensonges. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, Élise. Elle était un mirage. Nous marchâmes le long de la Seine, sous les saules pleureurs du quai, où les bateaux-mouches glissaient comme des fantômes. Paris en automne est une amante capricieuse, brumeuse, sensuelle, prête à trahir. Je l'écoutais, mais mon cœur était blindé. Tu as choisi, Antoine. Et maintenant, assume. Pourtant, quand il m'embrassa un baiser volé près du Pont-Neuf, salé par la pluie, une étincelle raviva l'ancienne flamme. Décision controversée numéro 1, le garder en orbite, comme un pion dans mon échiquier personnel. Mais Sophie ne capitulait pas. De sa cellule au dépôt de la préfecture de police, elle m'envoya un avocat ou un requin du palais de justice, maître Duval, avec des lunettes cerclées d'or et un accent du sud qui suintait l'arrogance. Il débarqua à mon atelier sans rendez-vous, parapluie dégoulinant sur le parquet. Ma cliente nie tout. Ces épreuves sont fabriquées. Et vous, mademoiselle Laurent, avez un passé instable. Tentative de suicide, addiction. Qui croira une femme brisée contre une innocente? Je ris, un rire froid comme le Vendée. Innocente? Dites-lui que je viens la voir demain. Et apportez du papier, elle en aura besoin pour ses excuses. La visite à la prison de Fresnes fut un voyage aux enfers. Le trajet en RER, bondé de banlieusards au visage las, me rappela que Paris n'est pas que glamour, c'est aussi béton gris et désespoir suintant. Sophie m'attendait dans une salle aux murs jaunis, menottée à une table en formica ébréchée. Elle avait maigri, ses yeux injectés de sang, mais son sourire restait venimeux.
grande sœur. Tu as gagné, hein? Toujours la moralisatrice. Je m'assis, posant un dossier sur la table, pas l'épreuve, mais des photos de famille, nous deux, enfants, riant sur la plage de Deauville, sable collant aux pieds nus. Pourquoi, Sophie? Le collier, Antoine, papa. Qu'est-ce qui te rongeait autant? Elle cracha, littéralement un glavio qui atterrit près de ma main. Toi. Toujours toi, la parfaite Élise, l'artiste, la chouchoute. Maman te donnait tout, les cours de piano, les voyages à Florence. Moi? La seconde, l'oublier. Papa savait pour mes écarts. Il voulait me couper les vivres. J'ai juste accéléré les choses. Un aveu? Ou une provocation? Et le gala? M'humilier publiquement? Elle haussa les épaules. C'était poétique. Te voir ramper, comme je l'ai fait toute ma vie. La haine bouillonnait en moi, mais je la contins. Tu regretteras, Sophie. Pas pour moi, mais pour maman. Et pour le bébé. Ses yeux s'écarquillèrent. Twist numéro 1, enceinte. 3 mois, d'un amant anonyme, le mafieux corse, probablement. Comment? J'avais vu les analyses médicales dans le dossier du hacker. La vérité sort toujours, petite sœur. Écris-lui. Excuse-toi. Elle pleura alors, des larmes vraies pour une fois, mais je partis sans un mot. Dehors, le ciel se dégageait, un arc-en-ciel pâle sur les tours de la Défense. La vengeance progressait, mais à quel prix? Antoine m'attendait au café d'en face, nerveux. Ça va? Je hochai la tête, mais intérieurement, je doutais, allais-je devenir comme elle? Les semaines s'écoulèrent en un rythme haletant. Le procès de Sophie approchait, un cirque médiatique au tribunal de Paris, où les caméras bourdonnaient comme des mouches sur du miel pourri. Je témoignais, voix ferme, dévidant les faits comme un rosaire, le vol, le chantage, le sabotage. La salle était pleine de journalistes, curieux, même des cousins éloignés que je n'avais pas vus depuis l'enterrement de père. Maman, voilée de noir, pleura en silence. Sophie, en tailleur gris, baissa les yeux, brisée. Le verdict, 10 ans ferme, plus restitution des fonds. Elle hurla en étant emmenée, Élise. Tu m'as tué. Libéré, je repris ma vie. Une exposition au centre Pompidou, grâce à maman qui avait racheté la fondation. Antoine devint mon amant sporadique, un arrangement controversé qui apaisait les nuits solitaires. Mais le vrai twist vint par lettres, depuis Fresnes, Sophie avouait tout. Le père? Sabotage délibéré. Et un secret plus sombre, elle avait falsifié ma tentative de suicide, en me droguant et en me poussant vers le pont. Pardon, sœur. La jalousie m'a mangé vive. Je brûlai la lettre dans la cheminée, cendre dans le vent. Pourtant, la paix était illusoire. Une nuit, un appel anonyme, Élise Laurent? Votre sœur n'est pas la seule à avoir des secrets. Une voix rauque, corse peut-être. La tension renaissait. Paris, ma belle toxique, n'en avait pas fini avec moi. L'appel anonyme me hanta comme un fantôme baudelairien, errant dans les ruelles sombres de mon esprit. Qui était-ce? Le mafieux corse, ce spectre que Sophie avait invoqué dans ses confidences larmoyantes? Ou pire, un complice enfoui dans les strates de notre famille dysfonctionnelle. Paris, en hiver, se part d'un manteau de givre qui craque sous les pas, et je sentais le sol se dérober sous mes certitudes. Ma vengeance contre Sophie avait été un triomphe pyrrhique, elle croupissait derrière les barreaux, mais son ombre s'étirait, tentaculaire, menaçant de m'engloutir à nouveau. Je décidai d'enquêter seul, d'abord pas de flics, ces bureaucrates engourdis par la paperasse de la PJ. Mon hacker de Belleville, Karim, accepta de creuser plus profond pour un tableau gratuit à un portrait de lui en cyberguerrier, cap de code binaire flottant. Le numéro vient d'un burner phone, Élise. Enregistré à Ajaccio, Corse. Et bingo, lié à un certain Lucas Rossi, import-export. Douteux. Des photos suivirent, un homme trapu, cicatrice barrant la joue, yacht amarré à Saint-Tropez. L'amant de Sophie, et peut-être le père de son enfant à naître. Il avait financé ses dettes, mais maintenant, avec elle en tôle, il réclamait son dû et visait la grande sœur, symbole de la chute. Antoine, sentant mon trouble, insista pour m'accompagner lors de notre prochaine rencontre. Nous dînâmes au Fouquet's, sur les Champs-Élysées illuminés comme un carnaval macabre. Il était charmant,
repentant, versant du château Laffitte avec des gestes théâtraux. Laisse-moi t'aider, Élise. J'ai des contacts à la banque, on peut tracer ses fonds. Décision controversée numéro 2, l'impliquer plus. Je lui confiai les détails, et il pâlit. Rossi? J'ai entendu parler de lui. Prête-nom pour le crime organisé. Sophie m'avait averti de ne pas fouiner. Nous fîmes l'amour cette nuit-là, dans son appartement haussmannien surplombant la place de l'Étoile, un corps à accent grave, corps frénétique, mélange de désir et de peur, où chaque gémissement était un aveu. Le lendemain, un paquet arriva, anonyme, posté de Marseille. Dedans, une émeraude solitaire du collier original, arrachée comme un ongle. Et une note, rends ce qui est à moi, ou ta mère paie. Mon sang se glaça. Maman, seule dans sa maison, vulnérable comme un agneau pascal. Je courus chez elle, traversant la ville en taxi fou, sirène hurlante dans ma tête. Elle était là, lisant Le Monde devant un feu mourant, ignorant la menace. Élise? Qu'est-ce qui t'amène si tôt? Je lui racontai tout, omettant les détails crus pour ne pas l'effrayer. Ses mains tremblèrent sur la tasse de thé. Lucas Rossi. Ton père en parlait. Un associé véreux dans les affaires de vin. Sophie l'a rencontré lors d'un voyage en Corse, l'été de ses 18 ans. Nouvelle révélation, père avait des liens avec le milieu, des cargaisons de vin frelatés transitant par l'île de Beauté. Sophie n'avait pas juste saboté la voiture, elle avait hérité ou volé des dettes. Rossi voulait le collier comme gage, symbole d'un pacte ancien. Maman pleura, mais se redressa, protège-nous, ma fille. Tu es la plus forte maintenant. Nous appelâmes un avocat de famille, pas Duval, un vieux renard du barreau, maître Lefebvre, qui promit une injonction. Mais je savais, la loi est lente, et les ombres rapides. Karim creusa plus, Rossi avait un alibi pour l'accident de père, mais des transferts suspects vers le compte de Sophie, post-mortem. Et un lien avec Antoine, un prêt bancaire douteux, garanti par la banque où il travaillait. Confrontation inévitable. Je l'attirai dans mon atelier, sous prétexte d'un portrait. Dis-moi la vérité, Antoine. Rossi, tu le connais? Il s'effondra sur un tabouret, visage dans les mains. C'était pour Sophie. Elle m'a forcé à falsifier des documents. 200 000 euros, pour ses dettes. Si ça sort, je perds tout. Je le giflai, un claquement sec, écho dans la pièce aux toiles nues. Traître encore? Après le gala. Il pleura, suppliant. Aide-moi à le rembourser. Ensemble. Décision numéro 3, le lier à moi par la dette, un pacte faustien scellé d'un baiser amer. La tension culmina lors d'une rencontre arrangée par Karim, un entrepôt désaffecté près de la Villette, où les grues rouillées se découpaient contre un ciel plombé. Rossi arriva seul, costumé comme un parrain de film noir, un père Burberry, cigare allumé. La grande sœur. Jolie, mais stupide. Rends l'émeraude, et on oublie. Je tendis le bijou, mais glissé dedans une balise GPS, cadeau de Karim. C'est tout? Pour Sophie, pour le gosse? Il rit, un aboiement rauque. Le gosse? Le mien. Et ta sœur? Une pute qui a cru me baiser. Comme ton père. Il cracha par terre. Il devait de l'argent. Elle a réglé sa offre coupée, route verglacée. Propre. L'aveu enregistré sur mon téléphone au micro caché dans le collier. Je reculai, cœur cognant. Tu paieras, Rossi. Il avança, menaçant, mais des sirènes hurlèrent au loin, appel anonyme de Karim à la BAC. Il jura en Corse, s'enfuit dans une berline noire. La police débarqua trop tard, mais j'avais l'enregistrement. Preuve fatale. Sophie, informée en prison, s'effondra lors de ma visite suivante. Il m'a utilisé, Élise. Pour papa, pour tout. Le bébé. Avorté, en cellule. Ses larmes étaient un fleuve, mais je restais de marbre. Tu as commencé, Sophie. Finiant. Dehors, Paris scintillait, indifférente. La toile se resserrait, mais les fils me coupaient la peau. Avec l'enregistrement de Rossi en poche, la vengeance entrait en phase terminale, un crescendo wagnérien, où chaque note était une accusation, chaque silence un verdict. Je remis le fichier à maître Lefebvre, qui le transmit au procureur, complot, extorsion, aveu de meurtre. La presse s'emballa à nouveau,
Le Figaro titrant le scandale Laurent, lien avec la mafia corse éclabousse l'élite parisienne. Mon nom circulait, non plus comme victime, mais comme justicière une Jeanne d'Arc laïque, brandissant des pixels au lieu d'une épée. Mais la gloire est une maîtresse jalouse, elle attire les loups. Rossi contre-attaqua vite. Des brutes en cagoule forcèrent ma porte un soir de verglas, alors que je rentrais d'une vernissage au Louvre. Ils étaient deux, masqués, sentant la sueur et le tabac froid. La balise, salope. Et l'enregistrement. Je me débattis, griffant, mordant une furie des rues, hurlant pour alerter les voisins. Un coup de poing m'éclata la lèvre, goût de fer dans la bouche. Mais Paris veillait, un vieux retraité du dessus, ancien flic, surgit avec un tisonnier. Les assaillants fuirent, laissant derrière eux une carte de visite littérale, avec l'encre corse tatouée. Blessé, tremblante, je composai le 17. Les keufs arrivèrent, notèrent, promirent. On s'en occupe, mademoiselle. Antoine, averti, accourut à l'hôpital Necker, pâle comme un spectre. Élise. Mon Dieu. Il banda mes plaies, murmura des serments. Dans la chambre stérile, sous les néons blafards, nous parlâmes franc. Je rembourse tout, jure-le. Et je témoigne contre Rossi. Sa voix chevrotait, mais ses yeux brillaient d'une loyauté nouvelle ou feinte. Décision controversée numéro 4, lui faire confiance, une dernière fois, en le liant par un contrat notarié, ses actifs gelés jusqu'au remboursement. Si tu trahis, Antoine, je te ruine. Il acquiesça, scellant d'un baiser sur ma main bandée. Maman, apprenant l'agression, insista pour que je vienne habiter chez elle. L'hôtel particulier devint forteresse, volets clos, alarme installée, et Lefebvre en permanence. Nous passions les soirées à éplucher les archives familiales, ces boîtes poussiéreuses du grenier où dormaient les fantômes. Lettre jaunie de père, Sophie montre des signes inquiétants. Influence extérieure Rossi? Je dois couper les ponts. Et une photo, Sophie, adolescente, enlacée à un homme plus âgé sur un yacht. Elle l'a rencontré à 16 ans, Élise. J'ai essayé d'intervenir, mais... Maman s'effondra, un sanglot qui secoua les lustres. J'ai fermé les yeux. Pour la paix. Le procès de Rossi s'ouvrit au palais de justice, une cathédrale laïque où la justice française rend ses oracles. La salle d'audience, avec ses boiseries sombres et ses juges en toge écarlate, bourdonnait de tension. J'y témoignais, lèvres encore tuméfiées, voix ferme, l'enregistrement joua, la voix rauque de Rossi confessant le sabotage. C'était un avertissement pour Laurent Senior. La gamine ajuste. Aidé. La salle gronda, Sophie, extradée pour co-accusée, baissa la tête, enceinte ou non, brisée. Son avocat plaida la manipulation, une jeune femme influençable, victime d'un prédateur. Mais les preuves au virement, témoignages étaient accablantes. Twist numéro 2, Antoine, appelé à la barre, craqua. Non sous pression, mais par remords. J'ai falsifié pour Sophie, pour l'amour. Mais Élise. Elle m'a sauvé de moi-même. Il remit des documents, preuve de blanchiment via sa banque. Le juge hocha la tête, impressionné. Rossi, menotté, jura, c'est la sœur qui a tout manigancé. Trucage. Mais le jury aux 12 Parisiens ordinaires, las de corruption vota coupable. Peine, 20 ans, plus extradition vers la Corse pour d'autres affaires. Sophie, dans un plaidoyer final, s'adressa à moi, Élise, pardonne. J'étais jalouse, perdue. Le bébé. Perdu aussi. Des larmes, vrai? Je me levai, fixant la juge. Pas de pardon. Mais pitié, thérapie, pour qu'elle guérisse. Controversé, oui offrir une chance à la vipère. Mais la vengeance pure-tue l'âme, j'en savais quelque chose. Libéré du tribunal, je marchais vers Notre-Dame, cathédrale en échafaudage post-incendie, symbole de résurrection. Paris respirait, printemps naissant, crocus perçant le bitume. Maman m'attendait au café voisin, un sourire timide. Fier de toi, ma fille. Antoine? Un allié distant, remboursant goutte à goutte. Et Sophie? Lettre régulière, pas d'excuses, mais des questions, peins-tu encore? Oui. Et chaque toile portait sa trace cicatrice honorée. Mais la nuit, les doutes rôdaient. Étais-je vengeresse ou monstre? Le retour à la vie m'avait donné des crocs, mais aussi des chaînes.
Le printemps enveloppa Paris d'un voile de cerisier en fleurs, mais ma renaissance fut plus lente, un dégel prudent des neiges intérieures. Le procès de Rossi et Sophie avait clos un chapitre sanglant, mais les échos persistaient, articles dans Libération sur la revanche des sœurs Laurent, invitation à des dîners mondains où l'on me sondait comme un trophée. J'acceptais peu, préférant l'anonymat de mon atelier, où les pinceaux dansaient sur la toile comme des exorcismes. Une nouvelle série émergeait, traduction de la trahison, portrait de femmes françaises mythiques, Marie-Antoinette guillotinée par l'ambition, Camille Claudel brisée par Rodin, mais avec mon reflet superposé, yeux verts accusateurs. Maman fleurit aussi. Elle relança la fondation, rebaptisée l'Héritage Élise, aidant de jeunes artistes des banlieues au pas de bourgeois, non, des gosses de Clichy, de Saint-Denis, armés de sprays et de rêves. Pour racheter nos fautes, dit-elle un après-midi, en plantant des rosiers dans le jardin de l'hôtel. Nous parlâmes de père, un homme imparfait, entaché par les affaires corses, mais aimant. Il t'aurait été fier, Élise. Je hochai la tête, enterrant une bouture au symbole de racines nouvelles. Antoine? Notre relation devint un tango ambigu, passionné mais prudent. Il rembourse tout, investi dans ma galerie naissante près de Bastille. Des nuits d'amour, oui au corps entrelacé sous les draps de lin, murmure de « je t'aime » qui sonnait vrai. Mais le matin, distance, je ne mérite pas encore ta confiance. Décision finale, controversée, le garder, non comme amant éternel, mais comme miroir rappelle que la trahison forge, mais ne définit pas. Un jour, peut-être, un vrai partenariat, pour l'heure, un feu de camp dans la tempête. Sophie, depuis Fresnes, évoluait. Ses lettres passaient de la rage à la réflexion, récits de thérapie de groupe, lecture de Proust en cellule, le temps retrouvé, ironique, non. Elle avoua le détail ultime, le suicide truqué. J'ai mis du GHB dans ton verre, ce soir-là. Pour te discréditer. Mais tu as sauté. Et j'ai regretté instantanément. Le twist final, regret authentique, forgé dans l'isolement. Je répondis, première fois, guéri. Pour le fantôme de notre enfance. Pas pardon total, ça viendrait, ou pas. Mais une porte entr'ouverte, car la famille française est ainsi, tissée de fils pourris, mais indestructible. Un soir d'été, lors d'une exposition au Grand Palais, le cycle se boucla. La foule critique, collectionneurs, anonymes admirait mes toiles. Maman, radieuse en robe de soie, leva sa flûte à Élise, qui a transformé la douleur en lumière. Antoine, à mes côtés, serra ma main. Et là, dans l'ombre, un messager de prison, une lettre de Sophie, avec un dessin maladroit où nous deux, enfants, sous un cerisier. Reviens un jour. Je sortis sur les champs, air tiède caressant ma peau. La tour Eiffel scintillait, Paris éternel. J'avais vécu, mouru, renaît. La vengeance? Un feu purificateur, laissant des cendres fertiles. Pas de BKCH final au nom, un happy end nuancé, à la française, joie teintée de mélancolie, amour prudent, secret murmuré. Et demain? Une nouvelle toile, vierge. Prête à être peinte.